Je reçois David Fayon à son initiative, puisque c'est avec lui que nous avons un petit peu discuté en amont du sujet de la souveraineté numérique, de la géopolitique de l'Internet, et je reçois aussi Fabrice Epelboin. Alors nous allons plus précisément creuser le thème de la souveraineté, alors par l'angle de cet affrontement des titans du numérique que sont les GAFAM et les BATX. Je vais d'abord vous demander de vous présenter très rapidement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, de sorte que l'on sache d'où vous parlez. Je suis un observateur du monde numérique, acteur, présent dans des think tanks et des associations pour le développement du numérique en France, pour l'inclusion, pour la souveraineté, pour tous les aspects qui me semblent importants. Et donc j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur la transformation digitale, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je suis un dinosaure du web. J'ai commencé ça en 94. Euh, j'ai monté des tonnes de boîtes, aussi bien dans les services que des startups. Et j'enseigne en gros l'impact géopolitique des technologies, ainsi que les manipulations de l'opinion publique à travers les réseaux sociaux. Dans une multitude d'écoles, j'ai commencé au CELSA, j'ai passé 10 ans à Sciences Po et maintenant je suis plus dans l'enseignement pour adultes. Je voudrais que vous rappeliez, s'il vous plaît, les concepts clés de la souveraineté numérique, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Parce que pour beaucoup de gens qui ont besoin d'être éduqués sur ce thème-là, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que l'évolution historique de ce concept, de cette idée. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, de son idée. Et ils ne se rendent pas compte, notamment, que c'est de cela que nous allons pouvoir euh, faire découler un certain nombre de réflexions sur les rapports de force qui existent entre les États, les entreprises technologiques, notamment. Est-ce que David Fayon pour nous donner sa présentation de ce qu'il pense être les bases d'une bonne compréhension de ce concept de souveraineté numérique? Alors la souveraineté numérique, c'est le contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur, en commençant par le matériel, et sous le matériel, les couches basses, les composants électroniques, les microprocesseurs, et puis bah, toutes les industries minières, le cobalt, l'or, etc., etc., qui sont nécessaires pour la construction à la fois des microprocesseurs et des ordinateurs et des smartphones. Donc il y a le matériel, première couche. Ensuite, il y a le logiciel avec les systèmes d'exploitation. Puis les données qui ont du sens si elles sont traitées, contextualisées, exploitées d'une certaine façon. Donc c'est ce que font les acteurs du Web 2.0, des plateformes que nous connaissons. Et ensuite, il y a la quatrième strate, qui est celle de l'intelligence artificielle générative qui a la possibilité de créer du contenu, texte, vidéo, audio ou son. Et pour cela, en fait, on a quatre périodes dans l'histoire de l'informatique. La préhistoire de l'informatique, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on disait computer, ça vient de to compute qui veut dire calculer, puisque c'était des trajectoires de balistique, ou alors c'était du décodage de messages codés allemand, par exemple. Et à partir de 45 jusqu'à 85, il y a eu 40 ans de domination de l'ère du matériel. La valeur ajoutée était dans le matériel et c'était IBM qui gérait, qui était le maître du monde. De 85 à 2005, c'était l'ère du logiciel avec Microsoft. En challenger est apparu l'open source, logiciel libre. De 2005 à 2025, c'est l'ère des données avec les plateformes. Et souvent, contre la gratuité d'un service, eh bien, on a les données personnelles qui sont exploitées par les plateformes. Et depuis, on va dire, à partir de 2025, parce que là, on est qu'au premier balbutiement, ça va être le grand décollage et la période de l'IA génératif qui commence. Et ceci est à mettre en parallèle avec le développement d'Internet. Internet, le réseau des réseaux, avec d'abord des équipements connectés à Internet, les ordinateurs, et puis maintenant les smartphones, avec le lancement de l'iPhone en 2007, qui était vraiment une innovation majeure, même si on a eu l'ère Nokia avant, mais en 2007, c'était un 3 en 1, c'était appareil photo, c'était téléphone, et puis c'était la capacité à naviguer sur Internet en mobilité. Et donc, depuis l'apparition d'Internet,
qui s'appelait initialement ARPANET, en 1969, ça a été le décollage, la possibilité de coopérer en réseau avec d'abord la messagerie, ensuite les forums de discussion, puis les réseaux sociaux. Et la gouvernance d'Internet était avant tout américaine, avec les Américains qui ont été les pionniers. Et puis, petit à petit, les Chinois se sont mis à utiliser les réseaux, avec une théorie du double jeu, c'est-à-dire eux, ils ont la masse critique pour avoir un réseau qui est suffisant. Ils ont aussi fait le choix de couper les accès à Google, à Facebook, etc., pour concevoir leurs propres applications. Et ensuite, bah, ils ont joué l'ouverture. Et donc là, maintenant, on est dans un combat euh, frontal avec deux produits en tête de gondole, les GAFAM côté américain d'une part et les BATX côté chinois d'autre part. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'applications, tout un tas de marques qu'il ne faut pas occulter. Par exemple, avec l'intelligence artificielle générative, il y a Nvidia côté américain, qui a une capitalisation boursière qui dépasse les 1000 milliards de dollars. Et puis de l'autre, côté chinois, il y a beaucoup d'acteurs dans le e-commerce. On parle de Temu, il y a TikTok Shop aussi pour faire des achats, etc., etc. Et le dernier point, avant de laisser la parole à Fabrice, c'est le fait que la Chine a fait une sublimation numérique. C'est-à-dire, comme ils avaient beaucoup de retard à rattraper côté PC, ils sont passés directement avec le smartphone, avec des applications, notamment comme WeChat, qui est une super app, ce que veut faire Elon Musk avec Twitter devenu X, et Alipay. Avec aussi le fait que, comme ils étaient aussi en retard pour la carte de paiement, qui est apparue, la carte de crédit qui est apparue tardivement, et bien là aussi, ils ont fait une sublimation, mais non pas numérique, mais une sublimation des paiements, où ils sont passés directement à du paiement sur smartphone avec QR code, etc. Ce qui explique le choix américain d'un côté, qui est de dire on était dans l'ère du PC, on est passé progressivement avec le mobile, avec les stratégies mobile first, et de l'autre, les Chinois qui ont fait le pari d'être directement sur le smartphone. Donc deux modèles qui coopèrent avec bah maintenant un combat, une lutte sans merci. Alors maintenant, je voudrais qu'on se concentre sur, bon voilà pour l'évolution historique en accéléré, et merci parce que c'est quand même pas évident de faire ce résumé en quelques jalons comme ça et 2 minutes. Je voudrais, pour bien comprendre les mécanismes de la domination économique à travers la maîtrise du numérique, que l'on s'efforce ensemble là de comparer, on va passer la parole à Fabrice Epelboin, la souveraineté numérique aux autres formes de souveraineté, comme souveraineté militaire, économique, culturelle. Là aussi, hein, c'est un peu souveraineté numérique pour les nuls. Pardonnez-moi mon introduction. Je voudrais être sûr que tout le monde comprenne les implications qui sont celles hein, de ces technologies que vous avez dépeintes. Alors d'ailleurs, des notions comme la dépendance technologique, les implications géopolitiques. Donc, est-ce qu'on peut commencer par faire cette petite comparaison pour voir ce qu'il y a en commun et ce qu'il y a de différent éventuellement. Bah, ce qu'il y a en commun, c'est que la souveraineté, c'est la maîtrise de son destin dans un collectif. En ce qui nous concerne, nous, ce collectif, il peut être national ou européen. Là où la souveraineté numérique introduit une subtilité, c'est que on peut réduire cette souveraineté à typiquement un collectif qui serait l'entreprise. Une entreprise peut avoir une forme de souveraineté numérique, typiquement en s'appuyant sur du logiciel libre ou éventuellement en s'appuyant sur une souveraineté qui elle-même est nationale en utilisant du logiciel national, mais c'est plus compliqué. Et puis, on peut avoir une souveraineté individuelle. C'est compliqué. On va être honnête, chiant, mais typiquement, ces Uber geeks, hein, souvent hackers, qui utilisent des systèmes Linux, qui utilisent des méthodes de communication un peu exotiques, ben là, on est dans une souveraineté individuelle. C'est des gens qui sont complètement maîtres de leur informatique personnelle et qui ne dépendent ni de Microsoft, ni d'Apple, ni d'une quelconque application propriétaire et qui sont totalement indépendants et qui, en cas de cataclysme quelconque, tant qu'il y a Internet, électricité, pourraient être tout à fait souverains et sont complètement maîtres de leur destinée numérique dans le monde du numérique. Ça, c'est très différent
de la souveraineté typiquement militaire, parce que la souveraineté militaire individuelle, c'est un peu compliqué. La souveraineté économique individuelle, c'est en dehors d'avoir un immense patrimoine et de l'investir de façon smart, c'est pas vraiment faisable. En matière de numérique, c'est vraiment accessible. C'est une question que doivent se poser impérativement les entreprises, quitte à y répondre non, hein, mais elles doivent se poser la question. Et puis c'est une question que chacun d'entre nous, on peut se poser, ne serait-ce que pour mesurer à quel point on n'est pas souverain sur sa destinée numérique personnelle. C'est la grosse différence que je vois avec la souveraineté dans l'absolu, telle qu'on peut l'entendre pour une nation. Ben, justement, est-ce qu'on pourra aller, Fabrice, avec toi sur le terrain et puis David pourra probablement enchaîner sur le terrain de ces fameuses infrastructures numériques. En quoi sont-elles des instruments de pouvoir? Si vous pouviez un petit peu expliciter le rôle de ces infras, s'il vous plaît. Alors, infra, on va distinguer deux infra. Une infra qui est typiquement hardware. Donc, en France, on est quand même assez dominé par Orange, puis d'autres opérateurs de ce type-là. Donc, on est quand même relativement souverain. Et puis, une infra, on va dire, de bas niveau, qui est AWS, Azure, ce genre de choses. Et là, on a quasiment perdu toute forme de souveraineté numérique. Le cloud, typiquement qui regroupe tout un tas de technologies, hein, mais qu'on réunit sous le terme, sur le vocable cloud. D'ailleurs, petite Actuellement, parenthèse pour rappeler à nos auditeurs et le valider avec toi que AWS n'aurait pas pu être si rapidement aussi puissant si l'État américain n'avait pas lui-même passé des commandes à Amazon. Est-ce que c'est vrai ça? oui, 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 mais de la même façon que SpaceX n'aurait pas été aussi puissant si l'État américain. On a tendance à qualifier les Américains de libéraux, mais ils ont leurs limites, hein. De temps en temps, l'État américain intervient, et puis dans le numérique, ne serait-ce qu'à travers le programme DARPA, l'État américain intervient de façon assez systématique, un peu, enfin, j'allais dire un peu comme nous avec les interventions de la BPI pour le financement de start-up, mais ils font ça depuis quasiment toujours, et ils font ça de façon probablement plus intelligente et plus stratégique que nous. Et ça porte ses fruits, hein. On trouve dans les premiers investisseurs d'une multitude de grandes startups la DARPA, que ce soit Facebook comme Palantir, qui sont deux boîtes alors proches d'une certaine façon, mais très différentes d'une autre. Et puis on trouve que ce soit sur AWS ou Microsoft ou tous ces grands fournisseurs de cloud, des marchés publics qui sont gigantesques parce que les États-Unis sont un pays extrêmement riche et qui ont permis effectivement aussi bien à Amazon qu'à Microsoft qu'à tout un tas d'autres de bénéficier des subsides de l'État pour des marchés qui sont absolument colossaux et qui Donc, ce qui signifie qu'ils ont bien compris le caractère ultra stratégique de ces marchés, de savoir les dès orienter. le départ, dès les tout débuts d'Internet, les Américains ont parfaitement compris l'enjeu stratégique qu'il y avait là-dedans. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour des premiers temps d'Internet qui étaient plus ou moins liés à l'armée américaine. L'armée américaine, de toute façon, finançait tout un tas d'innovations. Ceci dit, ça a vécu essentiellement à travers un bouillonnement universitaire dans un premier temps et puis un bouillonnement commercial une fois que le web est arrivé. Alors, le web a été développé près de Genève, donc ça n'est pas une innovation américaine, mais force est de reconnaître que c'est les Américains qui sont accaparés tout ça, essentiellement parce que l'usage commercial du web est devenu prévalent très rapidement, hein. Il y a eu Yahoo, puis Amazon. Très rapidement, le web est devenu avant tout un enjeu commercial, et très rapidement, l'innovation a été drivée par des enjeux commerciaux sur le web. Et donc, forcément, la puissance américaine, la puissance financière américaine, a pris le lead sur tout le reste. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que sur cette couche de l'Internet, les Américains dominent totalement, même si les Chinois sont pas très loin et pourraient arriver de façon très prégnante. Pour ce qui nous concerne, nous, Français, nous, Européens, on est dans une domination américaine quasi totale. Mais ça pourrait changer. Et Les justement, Chinois ont des solutions cloud tout à fait dignes, pourraient tout à fait demain proposer leurs solutions commerciales si les marchés étaient un peu plus ouverts. On va citer Lidl par principe, parce que ils ont fait la même chose qu'Amazon.
Ils sont partis de problématiques logistiques internes pour développer leur propre cloud et puis ensuite l'ouvrir sous forme de service commercial. Mais on va être honnête, hein, ils sont très 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 loin derrière Amazon. Malgré tout, ils offrent la possibilité d'avoir une souveraineté européenne, ce qui est déjà bien. Et puis surtout, ils montrent que ce type d'innovation est faisable en Europe, ce qui est extraordinaire. Alors, Euh, justement, maintenant, je voudrais qu'on fasse un effort ensemble, je pense que David peut prendre la suite justement pour commencer à disséquer la réalité de cette position dominante des GAFAM dans cette notion de chaîne de valeur numérique. David, est-ce que je peux te demander de définir ce que sont les chaînes de valeur numérique? Ensuite, une fois qu'on aura donc posé ce décor, on pourra mieux comprendre comment comparer les stratégies d'influence des GAFAM avec celles des BATX. Hein. Une fois qu'on aura, je pense que c'est le dernier, vous êtes d'accord avec moi, le dernier concept là en introduction, première partie du moins pour planter le décor. Dernier concept qui me semble nécessaire de formaliser, c'est celui de chaîne de valeur numérique, de comprendre. Ça permettra aux gens qui n'ont pas l'habitude de ces concepts de peut-être capter dans quelle mesure cette dimension échappe à la puissance européenne, ne serait-ce que partiellement, voire totalement, vous me direz. Oui, tout à fait. Alors, je veux quand même rebondir sur deux notions, celle de souveraineté. La souveraineté, ça remonte à Jean Bodin et repose aussi sur une nation. Une nation, c'est quoi? C'est un territoire, une population et un gouvernement. Et après, on peut transposer cela au numérique, avec un gouvernement, rôle de régulation, par exemple pour les noms de domaine, c'est l'ICANN, et la régulation d'Internet est plus plurielle parce qu'il y a plusieurs acteurs qui font cela. La population, bah, c'est les internautes qui sont utilisateurs du réseau, des ressources matérielles et logicielles et des données. Et ensuite, le territoire, bah, c'est l'ensemble de la planète, puisque c'est un réseau sans frontières. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de frontières que la loi physique ne s'applique pas, contrairement à une idée reçue. Ce qui est illicite hors ligne reste illicite en ligne, avec bien sûr des nuances. Alors après, pour cette histoire de chaîne de valeur numérique, il y a deux optiques. Soit les acteurs vont se spécialiser en contrôlant la chaîne de valeur de façon verticale. C'est un peu ce que fait Apple en disant, je vais contrôler les iPhones avec le système d'exploitation iOS, puis l'App Store. Et donc, ça va permettre de fédérer tout un écosystème derrière. Et si une application est éligible à l'App Store et qu'elle est vendue, je ne sais pas, 2,99 $ à la location par mois pour l'utilisation, eh bien, Apple va prélever une triple dîme, 30%, etc., etc. Après, on peut faire des choix aussi de spécialisation en disant je suis un acteur, mais je vais me spécialiser que dans le quantique, que dans le calcul haute performance, etc. Et comme l'a souligné Fabrice, il y a le rôle des partenariats publics-privés où, même si les États-Unis sont un pays libéral, mais ce n'est pas le pays le plus libéral de la planète, hein, loin de là, hum, eh bien, on a ces partenariats, ces investissements publics-privés, le financement des projets par l'État américain. Et ça a existé notamment pour les autoroutes de l'innovation, de l'information, le projet qui a été lancé initialement à la DARPA, et une porosité entre le monde de la recherche, le monde des entreprises, des startups et le monde de l'enseignement. Donc il y a un continuum, alors qu'en France, c'est beaucoup plus cloisonné. Et donc, comme il y a cette imbrication qui est faite, et notamment dans la Silicon Valley, avec Stanford, avec euh, Berkeley au niveau universitaire, euh, mais pas que, avec également la distance qui est proche entre les entreprises. Il peut avoir la possibilité de dire, moi, je vais développer un système d'exploitation et puis je vais utiliser telle et telle technologie derrière. Et donc, il y a tout ça qui va jouer et aussi l'attrait de capitaux pour que des investisseurs puissent acheter des parts de jeunes startups prometteuses. Et donc, c'est comme ça que sont nées dans les années 70 tout un tas d'entreprises dans la tech, mais plutôt côté hardware, d'où le nom
Silicon Valley, puisque c'était la révolution avec l'apparition du microprocesseur, premier microprocesseur en 1971, et le développement fulgurant d'Intel. Et le nom est resté, même si maintenant, dans la Silicon Valley, hormis Nvidia et quelques acteurs qui sont dans le hard, beaucoup d'acteurs sont plutôt dans les logiciels et les données. Et donc, cette chaîne de valeur, elle est beaucoup plus contrôlée par les États-Unis, qui d'ailleurs se dévulnérabilisent par rapport à la Chine, parce que l'actualité montre que Taïwan, qui produit plus de 40% des semi-conducteurs de la planète, est une proie pour la Chine. Il y a eu la rétrocession de Hong Kong le 1er juillet 1997. Et la deuxième étape, c'est de récupérer Hong Kong, qui est un État indépendant depuis 1949, puisqu'il y avait un système avec la Chine de Mao d'un côté et la Chine de Chiang Kai-shek, qui était plus libérale, alors que la Chine de Mao était communiste, de l'autre. Et donc ça pourrait faire une perturbation de l'économie mondiale bien plus grande que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ça, c'est quelque chose que les Français n'ont pas conscience, parce que Taïwan est très loin, alors que l'Ukraine est aux portes de l'Europe. Alors, j'aimerais juste, avant qu'on revienne sur ce thème du clash des titans GAFAM, BATX, qu'on reste un tout petit peu encore sur cette idée de chaîne de valeur numérique, parce que je voudrais vraiment que ça soit un concept plus facilement appréhendable par le commun des mortels. Et notamment, je voudrais que vous me disiez si j'ai bon, quand je tente de le résumer de la manière suivante, par trois grands facteurs pondérateurs. L'importance de la maîtrise des données personnelles, hein, et ce côté, on peut même qualifier d'invasif à l'échelle du monde et dans au-delà de toutes les frontières nationales, bien sûr. L'importance aussi du facteur pondérateur qu'est la maîtrise des infrastructures, et aussi ce qui me semble être suggéré à travers tout ce que vous avez dit, et qui va peut-être devenir un de nos sujets de conversation dans la suite, c'est la réglementation, quoi. C'est-à-dire l'extraterritorialité du droit américain pour le moment, qui semble prédominant et qui s'applique, qui imprègne en quelque sorte la manière de fonctionner, pardon, de ces GAFAM. Est-ce qu'on est bien d'accord que dans la chaîne de valeur, il faut prendre en compte ces facteurs-là? Est-ce que j'en oublie? Est-ce que vous voulez développer sur ce thème-là pour qu'on puisse clôturer sur cette présentation? Il y a celle des micro-ordinateurs et des smartphones avec les microprocesseurs qu'il faut aussi mettre dans la balance, donc ne pas occulter cette dimension matérielle, en Voilà, plus la d'une dimension partie... matérielle, hardware, comme on dit. voilà, Ouais, ouais, très tout à bien. fait. Ouais, c'est vrai, vous l'aviez bien dit, oui. Maintenant, enfin, il me semble que c'est la bonne transition, en fait, hein, pour essayer de comprendre où se situe le combat dans sa dimension économique, réglementaire, et pas simplement par le truchement du marketing et de la séduction à l'échelle de la planète des uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que là où il y a une vraie stratégie, je dirais, d'imbrication, hein, de ces différentes étapes de la chaîne de valeur. Quand il y a une maîtrise, il y a une puissance, hein, qui émerge. D'où des stratégies d'ailleurs, notamment de contournement des GAFAM, donc de contournement sur le thème de la souveraineté de certains États, d'où le développement volontaire, et là pour le coup qui relève du calcul, de la dépendance, hein, de certains écosystèmes envers les plateformes intermédiaires, et de manière générale les écosystèmes numériques nationaux vis-à-vis donc des infras des GAFAM. Est-ce que vous avez à l'esprit peut-être des exemples concrets à donner pour illustrer cette notion de guerre numérique dans le domaine de la chaîne de valeur, et conquête des infrastructures, réglementation, données, etc., pour illustrer, pour rendre le concept aussi palpable que possible? Alors, moi j'ai mon exemple préféré qui est le Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est un répertoire de données qui permet de faire du calcul sur la base de données médicales. Alors le health comme santé. Alors, très concrètement, il faut savoir que les données de santé françaises sont de très loin les meilleures du monde. Pour des raisons historiques compliquées, on a des données de santé qui sont parfaitement numérisées, très bien classées, avec les bonnes métadonnées,
et qui permettent typiquement à des intelligences artificielles de tirer un maximum de valeur de tout ça. Les Américains n'ont pas ça, et pour cause, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de système centralisé de santé. On est vraiment de très loin les meilleurs du monde. Jusqu'ici, ça nous faisait une belle jambe, mais c'était un atout dont on n'avait pas vraiment conscience. Sauf que Microsoft en avait lui parfaitement conscience, et Microsoft a acheté de mémoire pour 7 milliards de dollars une boîte qui fait de l'IA. Alors c'est de l'IA prédictive, hein, c'est pas de l'IA générative de contenu, mais c'est la précédente génération d'IA et qui permet de faire du prédictif sur la base de données de santé, mais pour alimenter, pour faire l'apprentissage d'une telle IA, il faut des données de santé d'extrême qualité. Et c'est pour ça que Microsoft a réussi à convaincre le gouvernement français d'être la technologie de référence pour créer le Health Data Hub français, ce qui consiste, pour faire simple, à donner les données de santé des Français par un truchement politique un peu compliqué qui consiste à faire passer les données de santé de la caisse d'assurance maladie au ministère de la Santé, puis dans le Health Data Hub à Microsoft, de façon à faire l'apprentissage des intelligences artificielles de Microsoft sur nos données de santé, afin que Microsoft ait cette capacité de prédire un état de santé à partir de l'observation d'un existant. Très concrètement, ça va permettre, dans un avenir relativement proche, d'avoir des nouvelles approches de la santé qui permettent, à partir d'un examen de santé, de prédire l'évolution de votre santé, ou à partir d'un examen de santé, de prédire un risque sur différentes dimensions de votre santé. Qui dit risque dit prime d'assurance. Qui dit capacité à individualiser les primes d'assurance dit que on va très rapidement s'éloigner du modèle universaliste français qui est la sécurité sociale où grosso modo le risque est partagé par tous. Et il va être individualisé parce que très concrètement, ceux qui présentent un risque faible vont pouvoir avoir, à défaut de sécurité sociale, en tout cas des mutuelles beaucoup moins onéreuses que le voisin qui lui présentera un risque élevé. Et puis, on va avoir très vraisemblablement sous la forme d'un abonnement à un service cloud, une médecine prédictive qui, pareil, à partir de l'observation d'un existant, va vous dire, vous devriez manger plus de fruits et légumes parce que si vous faites pas ça, dans 10 ans, vous allez avoir un cancer, ou 1000 conseils santé qui aujourd'hui sont très génériques. On dit à tout le monde de manger 5 fruits et légumes par jour, hein. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus important pour certains d'entre nous que pour d'autres. On dit à tout le monde d'éviter de fumer, hein, évidemment, c'est pas bien. Vous m'avez vu fumer tout à l'heure, hein, c'est pas bien. Mais il se trouve que il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et qui sont morts à 95 ans et pas d'un cancer des poumons. Et d'autres qui sont morts à 60 ans d'un cancer des poumons alors après avoir fumé 15 ans. Il y a une inégalité génétique terrible face au risque de cancer lié au tabac. Et ça, typiquement, ce type de médecine prédictive pourra individualiser les conseils de santé de façon à pallier à faire de la médecine préventive. Ça a un impact colossal, ne serait-ce que sur le coût de la santé pour une nation. Si demain, plutôt que de donner des conseils génériques, je suis capable d'individualiser ces conseils, non seulement ils vont être pris beaucoup plus au sérieux parce qu'ils seront personnalisés, mais ils auront un impact sur les caisses de la sécurité sociale absolument colossal. Donc on est typiquement dans un cas de souveraineté nationale. On est sur est-ce que la santé des Français sera demain dans les mains des Français ou est-ce qu'elle sera dans les mains d'une société étrangère qui nous la vendra pour un prix qui sera selon son bon vouloir. Et on est sur une rupture totale de la souveraineté numérique parce que le Health Data Hub construit par Microsoft, qui est même pas opérationnel à l'heure actuelle. Il y a un équivalent qui s'appelle le West Data Hub, qui a été construit sur la base de logiciels open source par tout un agrégat de centres de CHU de l'ouest de la France, qui se destinait à faire exactement la même chose, mais en gardant cette souveraineté et en se laissant la possibilité que demain, cette médecine prédictive soit un service public. On a sacrifié cette possibilité-là au profit de Microsoft. Ça, c'est vraiment le plus bel exemple que j'ai de perte de souveraineté numérique sur un enjeu absolument crucial et relativement simple à comprendre parce que cette intelligence artificielle prédictive, elle fait partie de notre quotidien depuis 15 ans maintenant.
c'est elle qui nous recommande une série à regarder sur Netflix, c'est elle qui nous recommande une connerie à acheter sur Amazon, c'est elle qui nous recommande des contenus à consommer sur les réseaux sociaux. Donc on est complètement habitué à cette forme d'intelligence artificielle et finalement ça n'a rien d'extraordinaire d'imaginer que à partir de l'observation de mes radios, mes analyses de sang et mes analyses d'urine, elle soit capable d'extrapoler l'évolution de mon état de santé en la comparant aux mêmes analyses de millions d'autres personnes avec des profils similaires et en extrapolant l'évolution de leur état de santé par rapport à mon existant actuel. On est là vraiment sur quelque chose de complètement vital parce que bon, la santé, c'est difficile de faire plus vital. Sur une véritable gabegie qui a été faite, un sacrifice de notre souveraineté numérique à travers un choix technologique qui est très discutable. Ok, donc on voit bien qu'il y a une forme de corruptibilité de l'écosystème. Euh, Oui, oui, on est sur des affaires de corruption, mais on peut s'y attarder si tu veux, ça, dans un second temps. Mais là, on est surtout sur des enjeux vitaux de perte de souveraineté liés à une politique publique qui ne prend absolument pas ça en compte. Et d'ailleurs, j'en profite au passage que on a réussi à provoquer un énorme scandale, enfin un énorme scandale, à hauteur du Landerneau du numérique, un beau petit scandale sur le Health Data Hub, et ça a donné lieu sur le remaniement suivant à l'ajout dans le titre de Bruno Le Maire il était responsable entre autres de la souveraineté numérique du pays, alors qu'auparavant on s'en foutait totalement. hmm. Comme pour le reste de ceux qu'avait en charge Bruno Le Maire, ça a été un fiasco total. David Fayon, peut-être un... Alors, effectivement, oui, c'est assez dangereux, ces systèmes de prévision avec la santé, parce que ça peut être le prélude, pardon, d'un système de crédit social. Donc, le crédit social, on en parle beaucoup en Chine, mais le crédit social existe aussi aux États-Unis avec le crédit score dans le domaine bancaire par rapport aux bons payeurs, mauvais payeurs, avec des facilités de paiement, etc. Donc, les données, c'est aussi ce que les politiques et les gouvernements en feront. Après, outre cet exemple emblématique, on a aussi des décisions politiques impactantes. Par exemple, le ChatGPT a été interdit à un moment en Italie, mais on peut voir aussi que des outils comme TikTok ont été interdits par le président Trump, puis ensuite autorisés à nouveau par le président Biden. Donc, il y a des choix, il y a des messages qui sont passés, et après, c'est à chacun d'avoir son propre jugement critique et dire c'est interdit, mais est-ce que je vais prendre un chemin détourné pour accéder à l'outil, utiliser un proxy ou autre forme pour y accéder? Ou alors, est-ce que c'est interdit, mais est-ce que c'est pas une opportunité pour développer ou utiliser un outil équivalent, mais qui serait plus souverain? C'est aussi un choix. Donc tout ça, c'est à la fois des contraintes et des opportunités. Contraintes parce que on ne peut pas utiliser du fait d'une décision, mais opportunité de faire la même chose différemment, d'une façon plus éthique. C'est à la mode ou plus responsable par ailleurs. Voilà, après, les exemples, on pourrait en multiplier, mais c'est surtout des exemples entre les gouvernements américains et chinois par guerre interposée. Il y a eu l'affaire des routeurs de Huawei, qui étaient aussi taxés d'espionnage, parce que les données, c'est l'or transparent, le nouveau pétrole du 21e siècle. Et d'ailleurs, c'est les données qui sont utilisées par les intelligences artificielles génératives, hein. Et si on coupe le carburant, les IA génératives vont tourner en vase clos et ça va faire du soleil vert. C'est la possibilité, par exemple, que pourraient avoir des développeurs, des gestionnaires de sites, des webmestres ou des blogueurs, de dire, bah, tiens, je ne vais pas faire référencer mon site pour éviter que les données qui sont publiées en termes de contenu soient aspirées et utilisées par des intelligences artificielles génératives et leur entraînement pour pouvoir produire et me voler des données pour donner des résultats à d'autres personnes sans payer une redevance. Et c'est la même question qui se pose, même si je diverge un peu, pour la rémunération des ayants droit, comme lorsque Google a pillé les auteurs d'ouvrages avec son modèle. Donc, à chaque révolution ou disruption, il y a toujours des perdants et des gagnants, et après intervient la régulation.
Mais la régulation ne doit pas intervenir trop tard, parce que le marché est déjà trop fait, mais pas trop tôt, parce que ça étouffe l'innovation. Donc il faut trouver le bon compromis, sachant que aussi en matière de souveraineté, il y a des lois, le volet juridique est important. Il y a eu l'AI Act en Europe, le DSA, le DMA, qui ont pour but aussi de réguler les plateformes. Mais souvent, c'est des effets d'aubaine pour certains et puis des contraintes pour d'autres. Donc, ça redistribue les cartes d'une certaine façon. Alors merci, parce que là, on commence à bien appréhender les liens qu'il y a entre souveraineté numérique et puis le développement économique, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là où on perd du contrôle, on perd des opportunités. Ça commence à être bien clair à l'aune de ce que vous nous expliquez. On n'a pas forcément le temps là de rentrer dans des scénarios prospectifs sur l'évolution de nos écosystèmes numériques, mais on imagine bien que tout ça est de nature à s'aggraver, parce qu'à partir du moment où on est sur la pente savonneuse de la perte de notre enfin, d'une certaine forme de maîtrise, ça ne peut aller qu'en s'aggravant. On peut pas enrayer cette dépendance et cette perte de souveraineté en claquant des doigts plus tard sur le chemin, à moins qu'éventuellement vous puissiez nous donner une petite forme d'espoir. Alors, par exemple, est-ce que c'est un mythe, la possibilité un jour de voir émerger une forme de neutralité des infrastructures numériques pour ne pas qu'elles soient colonisées ou qu'elles intègrent des biais dans les algorithmes et qu'il y ait des impacts sur la souveraineté? C'est la neutralité, ça peut arriver, ça un jour ou c'est foutu? Bah, ça peut arriver, tout comme l'Afrique, après 2 siècles de colonisation, a conquis une relative indépendance. Ça a un prix, et ça a un prix extrêmement lourd. Donc ça pourrait arriver, mais ça demanderait quand même une disruption majeure et un effondrement économique, hein, soyons clairs. Aujourd'hui, on a tout construit sur la base de technologies américaines. Si demain, parce que, par exemple, on rentrait en guerre avec les États-Unis, ne serait-ce qu'une guerre commerciale, enfin, peut-être plus que commerciale, qui devenait vitale, par exemple, pour l'Europe, de ne plus être dépendant des États-Unis, ce qui est une hypothèse qui, à ce stade, est complètement loufoque. Le prix à payer serait considérable, considérable. D'un point de vue économique, ça serait vraiment une régression colossale, absolument colossale. On a fait beaucoup trop de chemin dans la direction de la dépendance euh, aux États-Unis pour que une machine arrière ne se paye pas au prix fort. Est-ce qu'en même temps, la Chine n'est pas un exemple, justement, ayant On pourrait tout à fait passer à une souveraineté chinoise ou équilibrer entre les deux. Le meilleur exemple de ça, le plus palpable à mon sens, c'est l'automobile électrique. Là, clairement, on s'aperçoit que l'industrie automobile européenne n'y arrivera pas. Elle a plus ou moins consciemment décidé de mourir avec les énergies fossiles. Renault utilise Google pour son intelligence artificielle, mais pour l'instant, à quelle fin, on ne sait pas très bien. Et on a d'un côté un géant américain qui s'appelle Tesla, qui propose des trucs qui sont des ordinateurs sur 4 roues, qui sont des énormes machines à capter de la donnée pour nourrir une intelligence artificielle, et nourrir une intelligence artificielle qui permet demain, et un demain qui s'approche de plus en plus, d'avoir de la conduite autonome. Qui dit conduite autonome dit une transformation radicale de l'industrie des transports au sens large, hein, aussi bien la logistique que le transport individuel que le transport collectif. Le jour où il y aura plus besoin de conduire une automobile ou de conduire un camion, on va avoir assez rapidement, parce que pour des questions de coût, un changement totalement radical de la façon dont on se déplace et dont on déplace des marchandises. Et puis de l'autre côté, on a un autre géant, le géant chinois, qui a réussi à passer d'une industrie automobile traditionnelle au sens qui fonctionne aux énergies fossiles et qui n'était pas extraordinaire à une industrie automobile qui fonctionne à l'électrique et à l'informatique qui est extrêmement performante, qui pour l'instant n'est pas encore massivement présente en Europe, mais qui pourrait le devenir, c'est une question de régulation plus qu'autre chose, et qui serait une alternative à Tesla. Sachant que sur le territoire américain, il n'y a pas vraiment d'alternative à Tesla. Hein. General Motors a fait des voitures électriques, mais
on est à 1 000 lieues d'une Tesla au sens où c'est des voitures traditionnelles avec des moteurs électriques et accessoirement un ordinateur. Alors qu'une Tesla, c'est un ordinateur avec accessoirement une voiture autour, mais c'est avant tout un ordinateur et une gigantesque machine à capter de la donnée. Donc on est typiquement, nous, Européens, dans la situation où notre avenir demain en matière de transport est chinois ou américain ou un mix des deux. Et peut-être que l'hypothèse politique d'un mix des deux de façon à ne pas être trop dépendant de l'un ou de l'autre sera une hypothèse politique envisageable. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, hein, mais ça pourrait le devenir demain. Je voudrais maintenant relancer David Fayon sur ces mêmes sujets en deux temps. Alors d'abord, est-ce que la Chine fut un exemple potentiellement imitable pour nous? Et serait-il un bon exemple à suivre dans l'avenir? Eu égard à la manière dont elle a préservé sa souveraineté numérique, le temps ensuite de faire cette espèce de bond quantique technologique et en passant directement par les portables de revenir un petit peu dans la course. Est-ce que c'est ça qui a permis les BATX? Est-ce que c'est faisable pour l'Europe? Et puis, alors, deuxièmement, une fois que David aura traité ce sujet, je voudrais euh, qu'il essaye de nous dire comment est-ce qu'on peut éventuellement envisager un plan de développement industriel? Voilà, soyons fous. Imaginons que David Fayon rejoint un gouvernement et qu'on lui dit, voilà, vous allez faire partie d'un groupe de travail, vous êtes même, allez, pourquoi pas le nouveau secrétaire d'État à l'économie numérique. Essayez d'imaginer un plan de développement industriel. Et en gros, ma question, c'est de savoir si c'est faisable, si on peut, même en misant sur le long terme, est-ce qu'on peut mettre le pied à l'étrier et essayer de retrouver entre les GAFAM d'un côté, les BATX de l'autre, est-ce que nous, on peut essayer d'émerger au milieu de ces titans? Est-ce que c'est envisageable? J'insiste, hein, même à long terme. Je veux juste savoir si on a ne serait-ce un petit soupçon d'espoir. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Fabrice. L'Afrique ne s'est pas retrouvée elle-même. Elle est passée d'une dépendance du Royaume-Uni et de la France qui avait des colonies d'exploitation et de peuplement à une exploitation des ressources par les Américains et surtout les Chinois. Mm. Et les Chinois n'ont pas d'état d'âme, ils font ça de façon commerciale, économique. Les routes de la soie sont prolongées jusque-là, mais pour capter des matières premières stratégiques, même si en matière de terres rares, même si en matière de métaux, ils ont suffisamment de ressources, avec aussi les pays voisins, le Turkménistan, le Kazakhstan, etc., etc. Pour autant, euh, je pense que l'exemple du véhicule électrique est quelque chose de très frappant, puisqu'en fait, on avait la maîtrise du véhicule dans le monde occidental, aussi bien américain que européen. Et là, pour des raisons de transition écologique qui restent à prouver et de décarbonation, on est passé brusquement, avec une interdiction au 1er janvier 2035, qui est demain, de l'interdiction du véhicule thermique, qu'il soit essence ou diesel, et sans discernement, parce qu'un véhicule thermique qui consomme peu, par exemple moins de 3 litres au 100, peut sur la chaîne de valeur entière générer moins de rejet de CO2 et moins d'autres pollutions que le véhicule électrique. Et les Chinois n'avaient pas la technologie pour passer directement au véhicule thermique. Le fait qu'il soit leader sur les productions de batteries lithium-ion et tout un tas de choses fait que ça a été une porte d'entrée fantastique pour les Chinois sur le marché européen, décidé dans la plus grande opacité de la Commission européenne, par des lobbies, par d'autres influences. Signalons qu'il y a les Young Leaders du côté américain, mais il y a aussi la French China Foundation du côté chinois. Et en font partie des personnes comme Jean-Pierre Raffarin, Olivier Véran ou d'autres. Donc il y a des jeux de lobbying qui sont très importants et souvent sous-estimés par le français citoyen qui n'a pas forcément accès à ces informations et qui est happé par des journaux du 20 heures, que ce soit France 2, France 3 ou TF1, qui ont une vision très parcellaire de l'actualité. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que chaque citoyen éclairé doit faire preuve de recherche d'informations, de comprendre les enjeux sous-jacents. Par exemple, pour la souveraineté, il y a également l'enjeu des câbles
des câbles sous-marins. 99% des données à l'international sont transportées par les câbles sous-marins. C'est pas le satellite, c'est pas les liaisons terrestres. Donc il y a des choses comme ça qui sont capitales. Nous, en matière de souveraineté, pour cela, on a Alcatel qui avait une activité pour les câbles sous-marins, pareil pour une des filiales d'Orange. Mais force est de constater que des pans entiers de notre souveraineté sont bradés. Alors on le voit actuellement avec l'histoire du Doliprane. Mais la souveraineté, elle ne peut pas être considérée que uniquement au niveau numérique, parce qu'elle s'appuie sur de la souveraineté industrielle, sur de la souveraineté agricole, sur plein d'autres choses. Et il faut avoir une vision d'ensemble. Et pour cela, travailler non pas en silo, qui est la spécialité française, mais en mode transverse. Après, pour reconquérir notre souveraineté numérique globale et pour faire un plan d'action, parce que la France, c'est quand même le pays du Concorde, le pays du paquebot France, le pays de la maîtrise du nucléaire avec des centrales nucléaires, mais même si maintenant le parc nucléaire est très vieillissant, on a vu le retard je crois, de 13 ans pour l'EPR de Flamanville et le fait que les coûts initiaux ont été multipliés par 3 ou par 4. Et tout ça, c'est catastrophique parce qu'en passant vers la consommation électrique, on le voit, ça génère d'autres problèmes. La taxe intérieure sur les produits pétroliers va fondre, un manque à gagner pour l'État, il faudra bien le compenser par ailleurs. Et là, l'une des premières réponses, c'est de passer la TVA de 5,5 sur l'électricité et le gaz à 20%. Et ça, tous les Français vont devoir payer ça ou réduire leur consommation pour toutes choses égales par ailleurs en matière de pouvoir d'achat, consommer moins pour payer autant. Donc, je serais d'avis de faire un plan un peu comme l'avait fait en 1962 le général de Gaulle, un plan calcul, qui a eu des effets secondaires très intéressants, comme la création des premières sociétés de services en ingénierie informatique, et des géants comme Capgemini et Atos qui souffrent aujourd'hui ont été des résultantes du plan calcul. Mais on ne peut pas être présent et souverain partout, il faut choisir nos combats. Choisir ce qu'on peut faire, nous, Français, nous-mêmes, ce qu'on peut faire en s'alliant au sein de l'Union européenne avec des partenaires, sachant que l'autre difficulté, c'est le fait qu'on n'a pas un marché homogène d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel. Le polonais, le portugais, le français, le suédois sont un peu différents. Alors qu'il y a plus d'homogénéité sur les 335 millions d'habitants américains, même si la communauté hispanique, par exemple, est importante, ils parlent avant tout anglais. Donc, il n'y a pas 36 000 problèmes de traduction à faire. Et puis, le marché chinois est un marché autosuffisant sur le milliard 4 d'habitants. Il y en a à peu près 700 ou 800 qui sont dans la classe moyenne et moyenne supérieure qui tirent le marché. Et on voit aujourd'hui des applications comme WhatsApp ont moins d'utilisateurs que les équivalents chinois comme WeChat. Sauf que WeChat est beaucoup plus que WhatsApp, parce que avec WeChat, on peut réserver un taxi, on peut faire des sites de rencontres, on peut faire tout. Et d'autre part, le paradigme est différent entre la Chine et les États-Unis. La porte d'entrée du web pour un internaute occidental, c'est le moteur de recherche, c'est Google. Demain, ça va peut-être être les chats GPT et les LLM, mais pour l'instant, ça reste le moteur de recherche. La porte d'entrée pour le chinois, c'est WeChat, c'est Alipay, c'est ces applications-là. Il faut voir aussi que l'équivalent de Twitter devenu X aux États-Unis et dans le monde, c'est Weibo, et Weibo a plus d'utilisateurs que X. Donc, on pourrait comparer et on se rend compte que finalement, nous, l'Europe, on est pris en sandwich entre le combat entre les États-Unis et la Chine d'autre part, et que la stratégie française, c'est soit avoir des champions suffisamment costauds au niveau français dans des niches sur le quantique peut-être, et encore des sous-parties du quantique, éventuellement sur les systèmes d'exploitation souverains. Donc il y a SecDroid qui a été développé par
la gendarmerie nationale et qui pourrait être proposée à d'autres administrations et d'autres pays européens dans un premier temps, et pourquoi pas des pays d'Afrique et d'autres parties du monde qui sont des pays non alignés entre la Chine et puis les États-Unis. Parce qu'en même temps, les non alignés, c'est pas euh, les pays occidentaux d'une part, les pays communistes de l'autre, c'est les pays qui sont ni États-Unis ni Chinois. Et c'est le message à faire passer parce que l'Europe ne doit pas être la remorque des États-Unis, mais doit exister par elle-même, en parodiant Cavour hein, pour la réunification italienne. Eh bien, on devrait avoir ces zones de compétitivité française, mais également des zones de compétitivité européenne, où pour un projet donné, on s'associe avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec d'autres États de l'Union européenne en mode task force, en disant voilà, on a une échéance à respecter et il faut qu'on livre rapidement. Parce que la grande force des États-Unis et même de la Chine, c'est la capacité d'action et la capacité à passer à l'échelle très vite. On ne s'embête pas avec des considérations juridiques. S'il y a des procès à payer, bah, on les paye après. Mais comme le marché a été capté, et c'est the winner takes all, ben, les concurrents potentiels n'existent pas ou sont lilliputiens. Et c'est un peu ce qu'il faudrait pouvoir faire, passer à l'échelle plus rapidement, quitte à ensuite peaufiner d'un point de vue juridique, mais sur des secteurs comme le cloud, ça va être difficile parce que le combat est très loin d'être gagné parce qu'on est très petit par rapport aux acteurs américains et chinois. Mais néanmoins, on peut réinternaliser l'hébergement des données de santé dans le Health Data Hub sur sol communautaire. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites de façon à ce que petit à petit, on puisse redevenir souverain, non pas sur la totalité, mais sur des secteurs qu'on juge stratégiques ou du moins prioritaires. La Chine a lancé avec son président Xi Jinping le plan Made in China en 2015. Et donc, c'était pour avoir cette vision avec 10 chantiers majeurs en 2025. Et l'objectif, c'est dès 2030 d'être le leader de l'intelligence artificielle et dépasser les États-Unis. Donc, il y a tout un tas de choses qui se font. Dès 2019, je vous rappelle que le nombre de brevets déposés dans le monde par les Chinois est supérieur au nombre de brevets déposés chaque année par les Américains. C'était la date de bascule. Pour autant, les Chinois ont une stratégie du nombre, alors que les Américains ont une stratégie plus de qualité. Et les redevances et ce qui est perçu par les Américains est bien supérieur aux Chinois. Mais les Chinois, il faut aussi se placer dans le temps long. C'est un peuple qui a 3,5 milliers d'années d'existence, une histoire. L'Europe, c'est 2000 ans. Les États-Unis, c'est même pas 300 ans. Donc il y a cette politique du temps long, d'attendre son heure et ensuite ben, d'être le leader. Et ils ont aussi, la Chine, et c'est important à comprendre dans cette réflexion entre le combat entre les États-Unis et la Chine, ils ont raté leur 19e siècle. Ils ont perdu les deux guerres de l'opium face au Royaume-Uni. Ils ont été humiliés par le Japon. Euh, Ils ont été donc battus. Et c'est pas le même peuple guerrier que les Japonais. C'est un peuple plus de paysans, avec toute la richesse qui est située entre le fleuve jaune et le fleuve bleu et un relief qui est quand même pas favorable avec une grande partie du territoire, 40%, qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et malgré toutes ces difficultés, ils arrivent à être le pays qui conteste les États-Unis, au même titre que le Japon, avec aussi un- un pays volcanique assez tourmenté, a pu faire un miracle avec l'ère des Lumières, l'ère Meiji, du nom de l'empereur, et puis après la Seconde Guerre mondiale, faire une nouvelle guerre, et cette fois-ci économique, et devenir en fait, après, sous l'ère Meiji, avoir été le premier pays non occidental à faire sa révolution industrielle, à faire une autre révolution qui était celle de l'industrie et des services. Et même si c'est un peuple vieillissant, c'est un peuple qui compte encore aujourd'hui parmi les superpuissances.
Donc voilà, c'est tout un tas de choses à mettre en relief. Donc, pour résumer, une souveraineté numérique à la fois française et européenne, avec français seul si on a les compétences, les cerveaux et le domaine de compétences qui est très délimité mais pointu, et européenne si on a besoin de partenaires de masse critique, avec parfois la France qui peut être leader au sein du consortium, parfois suiveur de façon à ménager les intérêts de nos pays alliés. Mais ça doit être fait non pas par des énarques, mais par des personnes qui ont un peu plus de discernement. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, euh, mais c'est vrai, comme disait Fabrice tout à l'heure, Bruno Le Maire, en 7 ans, a fait bien des dégâts. J'aimerais qu'on arrive à comprendre l'influence cachée, l'influence toxique des plateformes numériques. Parce que c'est dans le droit fil hein, de ma question précédente et de ce que David Fayon vient de développer. Les plateformes numériques, cette logique d'intermédiation ou de désintermédiation, évidemment, mais ce qu'on appelle l'ubérisation, mais je dis intermédiation. Vous voyez, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de LinkedIn, quoi, hein. C'est la plateforme de régulation du marché de l'emploi des cadres, voire au-delà. C'est une sacrée dépendance quand même, hein, et surtout quand on voit la profondeur, la richesse, la densité des données qui sont à disposition d'un acteur étranger, et pour le coup, dont la structure est transnationale. On oublie toujours hein, de parler de LinkedIn, on parle de Facebook, mais LinkedIn, c'est... Alors, remarque de David, bien sûr. Oui, très rapidement, Oui, LinkedIn a été racheté par Microsoft, je crois, pour oui. 19 milliards de dollars. Et c'était un investissement qui était qualifié de Je crois que farfelu à c'était l'époque. 27 milliards d'ailleurs, je Ça crois. fait beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup Voilà. d'argent. Moi, resté sur le chiffre de Sur 19 19, milliards. ah ouais, ok, bah, je vais vérifier. Mais c'est quelque chose quand même de colossal, même si depuis lors, il y a eu des acquisitions à des montants bien supérieurs par Microsoft y compris. Et oui. Attendez, je Je crois vérifie. il y a un exemple que je donne souvent à des chefs d'entreprise qui, la plupart du temps, comprennent pas bien l'informatique et Ouais, c'était 26,2 milliards de dollars. qui ont, qui ont intégré le concept du cloud à l'époque OVH. C'est-à-dire, il y a encore énormément de gens pour qui le cloud, c'est un endroit où on va héberger des données. Euh, et qui n'ont pas saisi que le cloud, c'est un endroit où on va délocaliser son CRM, délocaliser sa gestion logistique, délocaliser la gestion de sa force commerciale, délocaliser tout un tas de fonctions, pour ne pas dire toutes les fonctions vitales de l'entreprise, qui fait que au final, il reste plus grand-chose en termes de capacité à créer de la valeur au sein de l'entreprise. D'ailleurs, si je puis me permettre, le terme qui explicite mieux le problème, c'est plus que délocaliser, qui est juste, hein, mais c'est décentraliser. C'est-à-dire Non, non, délocaliser. Délocaliser parce que délocaliser, ça parle pour un chef d'entreprise. On va oui, mais ça, voilà, ça délocaliser sonne son dumping industrie. social, alors que décentraliser, j'entends plus cette notion de perte de contrôle stratégique et de quelque chose qui Oui, est oui, mais la automatique. Mais délocalisation, bon, c'est ce qui a fait en sorte qu'on n'a plus d'industrie en Europe. Hmm. Et ça paraissait comme une excellente idée à une époque, parce qu'effectivement, l'industrie, c'était lourd, c'était polluant, c'était des ouvriers payés au SMIC, hein, qui au final est extrêmement élevé en France, alors qu'en Chine, c'était beaucoup moins cher. Et donc, l'industrie française, européenne, a massivement délocalisé pour se retrouver aujourd'hui le bec dans l'eau. Et on a fait exactement la même chose avec l'intelligence au sein des entreprises. Ça y est, je sais pourquoi je n'aime pas le terme délocaliser. Parce qu'on pourrait croire que ça a été déposé ailleurs et recentralisé ailleurs. Ouais, Alors, le chef d'entreprise qui aujourd'hui a dans les 50-60 ans, je parle de bonnes, vieilles, grosses entreprises à la française, hein, pas des entreprises qu'on fréquente dans le numérique. oui, dans une logique pédagogique, c'est plus compliqué. Dans une logique pédagogique, la décentralisation, ça parle. Et ça parle parce qu'on a fait des erreurs dans le passé, Localisation, tu qu'on voulais a dire. refait les erreurs dans le numérique, qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec des entreprises qui ont du Salesforce, du machin, du truc, du bidule, et qui se retrouvent aujourd'hui finalement à orchestrer des systèmes qui créent énormément de valeur, avec des redevances qui augmentent et des coûts de licence qui augmentent. Et en plus des coûts de licence qui, la plupart du temps, sont en dollars, et on sent bien qu'on arrive à un moment où on va voir un décrochage entre le dollar et l'euro, ne serait-ce que quand on regarde le PIB par habitant entre la zone euro et la zone dollar.
très clairement, il va y avoir un rééquilibrage financier qui va se traduire dans des coûts de licence et des coûts de redevance. Donc l'idée de parler de décentralisation est très très parlante pour énormément de chefs d'entreprise. Est-ce que tu pourrais, pour nous, Fabrice, analyser cette logique de délocalisation et ce qu'elle représente comme déficit hein, de maîtrise stratégique à la fois pour notre écosystème numérique, mais aussi pour nos gouvernements, hein, c'est-à-dire notre industrie, mais nos gouvernements. C'est-à-dire que ce que je voudrais réussir à, à disséquer avec vous, euh, c'est les implications de cette domination technologique sur comment dire, la maîtrise des plans de développement industriel de nos États, quoi. Voilà, qu'on arrive en partant de ce concept. Alors, tu nous diras si tu veux la différence entre délocalisation, décentralisation. Je pense que c'est important, mais qu'on arrive à mettre le doigt sur le sujet qui précisément ne peut qu'échapper en l'état actuel des choses aux États. La décentralisation, c'est bien parce que on l'a déjà fait. On l'a fait dans les années 70-80 avec l'industrie et on l'a refait par la suite avec le numérique. Même si c'est un terme qui ne parle pas aux gens du numérique, pour tout un tas d'industriels, pour tout un tas de chefs d'entreprise, je pense à une ancienne génération, celle qui pointe au MEDEF pour l'essentiel, la délocalisation, ça parle. Parce qu'on a délocalisé les usines au prétexte que c'était beaucoup plus rentable de les mettre en Chine que de les mettre en France. Et on se retrouve aujourd'hui le bec dans l'eau. On a fait exactement la même chose avec le numérique. On a délocalisé le CRM, on a délocalisé la gestion logistique, on a délocalisé toutes les fonctions vitales de l'entreprise en les confiant à du Salesforce, à du Microsoft Azure, à tout un tas de services qui étaient extrêmement pratiques, extrêmement efficaces, il faut être honnête, extrêmement en capacité à monter en charge et à s'adapter aux variations de la production de l'entreprise. Et donc, ça ne présentait que des avantages, exactement comme délocaliser son usine en Chine dans les années 70. Le fameux argument Et de la mondialisation, tout simplement. le fameux argument de la mondialisation. Et on a comme ça délocalisé les fonctions vitales de l'entreprise pour réduire l'entreprise à sa fonction congrue. On se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui fonctionnent essentiellement sur des technos américaines, avec des licences américaines, qui sont certes facturées en euros, mais la réalité, c'est que tout ça, c'est consolidé en dollars sur des comptes qui sont cotés au Nasdaq. Et le jour où il y aura un décrochage entre l'euro et le dollar qui arrivera tôt ou tard, hein, il suffit de regarder le différentiel de PIB entre la zone dollar et la zone euro pour bien se rendre compte qu'à un moment ou à un autre, tout ça va se rééquilibrer et qu'à un moment ou à un autre, ça va se traduire dans les coûts de licence et dans la productivité des entreprises. Donc, sur Il y ça a de une, décentralisation. juste petite parenthèse par David Fayon qui semblait vouloir réagir à un moment donné sur ta Oui, démonstration. Et après, tu peux reprendre. oui, je suis Juste d'accord d'apporter une nuance. ouais, je suis d'accord avec Fabrice avec une petite nuance, c'est qu'il y avait le mythe de l'entreprise sans usine, Fabless, comme on l'appelait, avec Serge Tchourouk, qui a été PDG d'Alcatel, avec la réussite que l'on sait, puisque avant il y avait à la fois l'énergie, les télécoms et les transports, et dans un groupe cohérent, et finalement il y a eu un recentrage tout télécom, et finalement Alcatel a racheté Lucent, l'américain, et puis finalement maintenant c'est plus que Nokia, et ça pèse trois fois rien à la bourse, et les effectifs ont été massivement réduits. Mais avant d'avoir cette stratégie de délocalisation vers la Chine, il y a eu des étapes intermédiaires. Ça a d'abord été les pays de l'Est, les pays du Maghreb, où la main-d'œuvre était moins chère. Et puis l'étape d'après, c'était la Chine. Et il y a eu aussi un autre événement important dans la croissance de la Chine. Donc il y a trois étapes. La première étape, c'était en 1976, après la mort de Mao, l'arrivée de Deng Xiaoping, avec une politique euh, moins tournée vers l'intérieur et plus l'heure de la Chine commence à venir. Avec Alain Peyrefitte, la Chine s'est éveillée, hein. Après la Chine, quand la Chine s'éveillera. Ensuite, la date fondamentale, c'est 2001 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là, justement, que les délocalisations vers la Chine ont commencé à exploser. Et puis, la troisième partie avec le président actuel
qui commence son troisième mandat, et un impérialisme chinois qui peut se traduire, on l'a vu tout à l'heure, avec l'annexion d'une façon violente ou pas de Taïwan. Mais je voudrais justement que maintenant on examine la montée en puissance des BATX, leur stratégie globale. Alors, je trouve très intéressant qu'on ait évoqué notre relative perte de maîtrise pour ne pas dire notre impuissance. Hein, d'accord? Nous subissons cette domination des GAFAM. Vous l'avez très bien retracé. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait que les BATX, enfin la Chine de manière générale de par sa stratégie, elle parvient là où nous échouons? Bon, indépendamment des effets de masse, etc. Mais j'ai l'impression que il y a une sorte de cohérence stratégique dans le déploiement, hein, À une sur sorte long terme. d'obsession hyper ciblée de la réussite et une capacité de séduction. Je vous laisse peut-être développer là-dessus. Moi, ce que je vois rapidement avant que David intervienne, qui comprend beaucoup mieux le sujet que moi, ce que je vois surtout, c'est une différence de politique. On est, nous, dans un système démocratique où très concrètement, on a des dirigeants qui ne peuvent pas voir au-delà du bout de leur mandat et dont la préoccupation première, c'est de perpétuer leur pouvoir au-delà de leur mandat, c'est-à-dire se faire réélire, avoir des effets à très court terme qui permettent de se faire réélire, alors qu'on De utilise garder des emplois s'ils ne sont pas élus au de travers des garder de résultats. maintenir des KPI, quel que soit le coût. On le voit là, on est rentré dans la caricature du KPI où là, Macron a vidé les caisses de l'État pour préserver des KPI au point d'en arriver à une situation totalement caricaturale. Les Chinois se foutent totalement de ça. Les Chinois non seulement Alors, les peuvent KPI voir pour nos auditeurs, hein, c'est les Key Performance Indicators, donc les, les petits indicateurs clés de performance les indicateurs utilisés par typiquement des le des conseils de chômage, stratégie comme McKinsey. tout un tas d'éléments chiffrés qui vont permettre d'afficher un bilan et de dire réalisez-moi, mon bilan est bon, au point que vraiment Macron a carrément vraiment vidé les caisses de l'État pour que ces indicateurs soient positifs, quitte à ruiner le pays, alors que les Chinois se foutent totalement d'être réélus, ils sont pas dans cette logique-là, et non seulement ils sont capables de voir bien au-delà de leur mandat, mais ils sont capables de voir au-delà David en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui sont capables de voir au-delà de leur propre vie. Ils sont capables de se projeter dans le siècle à venir. En Europe, on est absolument incapable de se projeter dans le siècle à venir. Il n'y a aucune incentive pour se projeter dans le siècle à venir. Les PDG des grandes entreprises ont un incentive qui est leur stock option, c'est-à-dire le prochain rapport annuel, au mieux. Les élus ont une incentive qui est leur prochain mandat, c'est-à-dire 4, 5 ans au mieux. Et au-delà de ça, on s'en fout. Donc on ne peut pas envisager une stratégie long terme avec tout un ensemble d'acteurs qui au mieux voient à 4 ans et la plupart du temps voient à 1 an. Ça ne peut pas marcher. Et c'est peut-être une des faiblesses de la démocratie face à des systèmes comme la Chine qui n'a absolument pas ces contraintes. Alors, David Fayon, donc, sur ce thème de la stratégie globale de la Chine, comment elle réussit là où nous échouons, nous, Européens? Effectivement, là je suis d'accord avec ce que dit Fabrice, c'est-à-dire que la Chine voit à une génération alors que nous on voit à une élection. Et l'erreur fondamentale qui a été commise par Jacques Chirac, hormis la fin de la conscription, qui a eu comme corollaire le développement fulgurant de l'incivilité, ça a été, à mon sens, le passage au quinquennat. Chaque président pense à sa réélection plutôt qu'à l'intérêt global du pays. Et ça, c'est depuis la mise en place du quinquennat, toute politique confondue, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron. Et c'est dommageable pour l'intérêt à long terme, et on devrait, en matière de prospective, penser à 30 ans, au même titre que la délégation générale pour l'armement prévoit, en fonction des menaces, de la géopolitique, les armements qui seront utiles en 30 ans, quitte à réajuster, parce que la technologie évolue beaucoup plus vite que ça. Mais au moins, on pourrait dire les trois premiers présidents de la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, ils avaient une vision. Il y a eu le programme nucléaire qu'on a évoqué, il y a eu des grands travaux qui ont été entrepris.
même un petit peu avec Mitterrand, mais depuis le passage au quinquennat, c'est effectivement un gouvernement avec des profit warnings. On regarde quelques indicateurs, le taux de chômage, etc. Et encore, on regarde ça de façon parcellaire, parce qu'on regarde le nombre de chômeurs, mais on ne regarde pas le nombre d'allocataires du RSA, par exemple. Et il Alors faudrait peut-être revenons, raisonner accélérons sur globalement. le sujet de la Chine, s'il te plaît, parce qu'on s'étend un peu sur la critique du Alors, PIB, on la a compris tout Chine, ça. le point commun avec les Donc, États-Unis, est-ce que tu peux rapidité essayer de d'exécution. nous jalonner un petit raisonnement pour comprendre ce que c'est qu'une stratégie aussi fois, un peu expliquer aux gens que la stratégie, c'est une expertise, voilà, hein, c'est un prisme, une vision, une attitude culturellement aussi spécifique. Alors, cette stratégie de vision qu'on retrouve dans le plan Made in China 2025, ça épouse un peu la stratégie des plans quinquennaux de l'Union soviétique, mais dans le monde des services, de l'entreprise, en disant, bon, il faut d'abord être leader des industries lourdes, puis ensuite des services, et puis des biens d'équipement, etc., etc. Eh bien, c'est la même chose qui est faite avec une théorisation par les vols d'oies, avec dans le sillage d'abord les dragons, ensuite les bébés tigres, et le niveau d'atteinte par ces différents acteurs d'un niveau technologique. Les dragons asiatiques, c'est Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, et puis j'en oublie un. Euh, et les bébés tigres, c'est la Malaisie, le Vietnam, etc. Et donc, en fait, au-delà de la Chine, il y a aussi d'autres puissances asiatiques qui sont en train d'émerger et vers lesquelles aussi certains composants jugés moins stratégiques sont assemblés ou sont délocalisés par la Chine. Donc la Chine est aussi dans cette logique américaine de dire, comme le font les Américains, il y a certaines choses qu'on produit nous-mêmes et il y a certaines choses qu'on va faire produire ailleurs. Par exemple, les iPhones étaient jusqu'à présent euh, assemblés dans l'usine Foxconn euh, à, à côté en Chine, à Shenzhen? côté de Hong Kong, à Shenzhen. Et pour dévulnérabiliser Apple par rapport à toujours la question de Taïwan, maintenant les iPhones et les iPads aussi sont aussi assemblés en Inde. Parce que l'Inde est plus proche d'un point de vue politique des États-Unis que la Chine. Et donc il y a des jeux d'alliance d'un point de vue géopolitique qui sont exploités par le pouvoir et les dirigeants ont cette vision du temps long en disant est-ce qu'il peut avoir des renversements pardon, d'alliances, quels sont les meilleurs alliés possibles, sachant que c'est pour défendre des intérêts et des emplois et une souveraineté. Or, en France, on a plutôt tendance à regarder ce qu'il y a dans sa gamelle ou la gamelle du voisin et dire ben, comment faire pour rester au pouvoir plutôt que à œuvrer. Alors, je voudrais qu'on parle notamment, un bon exemple, c'est la guerre des normes technologiques. Voyez, aussi les sanctions, les logiques d'alliance, voilà, entre États, la manière aussi de faire s'infiltrer dans les échanges internationaux les entités non étatiques et la manière dont elles s'infiltrent dans les interstices des échanges. Comment est-ce que les Chinois compensent cette influence hyper bien construite de la part des Américains et est-ce que les Chinois rivalisent sur ce thème-là, sur le temps long et même les transformations silencieuses que eux comprennent. Ça, je pense que c'est un très bon point que vous avez très bien amené. Et puis, alors, on a aussi d'ailleurs tout à l'heure parlé des infrastructures. Il faudrait voir aussi l'importance des infrastructures critiques hein, dans les cyberconflits qui ne disent pas toujours leur nom pour le grand public, mais qui ont bien lieu en sous-jacent. Il y a une sorte de tectonique des plaques, d'affrontement qui se produit donc dans ce qu'on appelle le cyberespace. Et il y a peut-être un certain nombre de, comment dire, il y a une véritable guerre armée enfin, sur le plan numérique qui se produit sans que les gens la comprennent bien. Donc j'étais plus sur le terrain des tactiques de conquête à court terme, même si voilà, on sait que certains ont à la fois une transcendance collective, un élan patriotique, d'autres une vision du long terme. Là, à court terme, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à gravir un certain nombre d'échelons avec quelle technique sur ce champ de bataille immédiat
qui se déroule sous nos yeux. Alors, les Chinois comme les Américains, ils sont assez forts en recherche et développement, ils ont plus d'investissements. Donc, lorsque une technologie est mûre, elle peut être lancée. Oui, d'ailleurs, je Mais crois que j'ai entendu dire ils parfois, ont 600 000 ingénieurs codeurs diplômés chaque année. Est-ce que c'est une bêtise ou pas? J'ai entendu dire ça dans un talk. Je me suis dit, waouh! Alors, c'est vrai que si tu compares ça avec nos quelques dizaines de milliers d'ingénieurs diplômés en France chaque année, même en faisant, en additionnant tous les Européens, bon, 600 000 par an, rien que pour la Chine, ça a l'air ils ont cohérent cette d'ailleurs masse avec la critique. population, hein. Ils ont cette masse critique. Après, Voilà. effectivement, un Chinois va un peu moins être créatif qu'un Occidental, quoique les Chinois, ils préfèrent d'abord copier, bien comprendre les principes, et après, ils ont matière aussi à créativité, hein. Oui, on Et il voit faut comme pas ils nous rattrapent oublier sur le nucléaire notamment. il faut pas oublier que la Chine a inventé la porcelaine, la poudre à canon, la boussole, la brouette. Ils sont très fertiles dans le passé et là dans l'avenir aussi. Ils veulent revenir à la place qui était la leur et qu'ils ont perdu au XXe Et siècle. d'ailleurs, tu me fais penser, David, ne pas oublier au rang des tactiques que j'évoquais vite fait en les essayant de les énumérer, eh bien, la culture commerciale, les tactiques commerciales, hein, les tactiques de négociation commerciale, sont très forts aussi dans ce domaine-là. Alors, ils sont très forts dans l'un comme l'autre dans le soft power, dans l'infiltration de réseaux influents, Voilà, dans la diaspora. Il y a la diaspora chinoise qui est implantée partout aux États-Unis, etc. voilà. Et donc, ils sont là pour faire avec une identité nationale très forte. Ce que tu soulignais, à la fois pour les Américains comme pour les Chinois, il y a un patriotisme qui est fort. Et alors même que les États-Unis sont plutôt dans la cancel culture, quoique ils en sortent de la cancel culture et Ils en du sortent, wokisme, merci. mais Oui, ils en pendant ce temps-là, sortent les Chinois, ils ont plutôt. compris qu'il fallait miser sur les technologies stratégiques et les semi-conducteurs, quoi. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les Chinois, qui sont un peu nostalgiques du passé tout en se projetant sur l'avenir, ils ont un mouvement qui s'appelle le Hanfu. Et ce mouvement, ça consiste pour les jeunes à se vêtir de tenues traditionnelles, de se euh, photographier dans des parcs, avec des jardins, avec des selfies. Et donc, c'est un peu la conciliation de tradition et modernité. Or, nous, en Europe, on est plutôt dans le wokisme, où on est plutôt dans la déconstruction et on est plutôt dans la repentance du genre, ce qu'on a fait, c'est pas bien, la Mais alors justement, est-ce colonisation, que c'est pas une faille etc. qu'ils exploitent, hein, typiquement, parce qu'on sait que les Chinois, ils interdisent aux jeunes d'être sur TikTok le soir, mais ils veulent que nous, on y soit, donc ils savent que quelque part, nous, on est en train de tomber dans cette espèce d'apocalypse cognitive. Effectivement, Finalement, est-ce qu'ils ne sont pas, est-ce que un des éléments, là, je suis pas sur la stratégie long terme, je suis sur la tactique, est-ce qu'une de leurs tactiques, c'est pas justement de nous pousser dans le précipice, plus ou moins subtilement? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la TikTokisation des esprits n'est pas une guerre de l'opium 2.0? Hmm. Merci. C'est une vraie question à se poser. J'ai des vrais doutes là-dessus. J'ai tendance à me dire que c'est juste une tentative d'accaparer le maximum de temps de cerveau disponible de la façon la plus efficace, qu'ils ont trouvé des algorithmes qui effectivement sont redoutablement efficaces, et que le but du jeu, c'est de faire du pognon, point barre. Maintenant, c'est vrai que c'est très Donc, tu ne tentant pour rangerais pas au rang quiconque. des tactiques visant à corrompre la jeunesse occidentale. Je, je, ouais, j'y crois pas trop. Même Bon, en si tout cas, on n'en a pas de c'est preuves très concrètes, donc c'est tentant. vrai qu'il faut qu'on reste sérieux. Si on n'a pas de preuves de ça, on n'a qu'un pressentiment. Effectivement, je te comprends. Bon, C'est très tentant comme c'est sur ce sujet. interprétation pour quiconque à Ouais. regarder dans un livre d'histoire ou dans des documentaires la guerre de l'opium, parce qu'effectivement, ils ont une revanche à prendre et qu'effectivement, ils prennent une revanche sur, David l'a très bien dit, un 19e siècle qu'ils ont raté en grande partie à cause de l'Occident. Mais de là à abrutir délibérément ce qui est malgré tout pour eux un marché, en abrutissant le marché, ils vont l'appauvrir Alors, considérablement. Ça me paraît pas, d'un point de vue stratégique, très alors, malin de leur part. donc, Et du fermons coup, cette j'ai du mal à parenthèse. comprendre pourquoi ils feraient ça. Alors, fermons cette parenthèse comme il ne reste pas beaucoup de temps. Restons sur le thème de la stratégie et des tactiques. Alors, David va compléter son point, mais je voudrais après qu'on parle aussi des stratégies d'acquisition, d'expansion, hein, là, on a un vrai sujet et j'aimerais, même si il faudrait dédier une émission à ça, je voudrais qu'on voit aussi comment se comportent les Chinois à cet égard, parce que j'ai l'impression qu'ils sont très méthodiques dans les stratégies d'acquisition de croissance externe. Je ne pense pas que le monopole
du temps de cerveau disponible sur les écrans soit l'apanage des Chinois. Ah, Les c'est pas ce Américains, qu'on a c'est eux. dit, mais peut-être qu'ils ont décidé de jouer sur ce terrain comme les Américains et qu'ils sont en train de réussir, et ce qui souligne d'ailleurs le côté un petit peu tragique du fait que nous soyons coincés au milieu, On est coincé entre les deux, on est pris en faisant sandwich. l'objet d'une double colonisation cognitive et culturelle. C'est ça qui est flippant, mais tu as raison de le préciser. Donc, en fait, on a d'abord été colonisé par les Américains en matière de temps de cerveau disponible. D'ailleurs, Catherine Morin-Desailly, la sénatrice, parlait en 2013 de colonisation américaine euh, d'un point de vue numérique. Et là, en fait, les Chinois vont prendre les mêmes techniques qui ont marché pour les Américains en les perfectionnant avec des algorithmes bien plus sophistiqués pour TikTok que pour Instagram, mais le principe reste le même. Après, la captation de l'attention, ça peut permettre aussi d'avoir des informations sur les personnes, des comportements d'achat, proposer des produits, des services et faire vivre tout un écosystème derrière. Donc, c'est dans une stratégie plutôt d'e-commerce avec d'autres produits derrière et pour faire davantage de profit, sachant que le modèle social est différent. Mais après, il y a peut-être à terme une tendance d'avoir des crédits sociaux qui sont instaurés, y compris par des pays jugés plus démocratiques. Ah bah ça, on y vient, hein. Ça, on n'échappera pas au crédit social en Europe, hein, c'est clair. On l'a vu avec les passes, hein, que ce soit les passes sanitaires, le pass Jeux Olympiques. Donc, soit on se comporte bien selon les règles, ou soit on voit des libertés diminuer. Et c'est très facile avec les QR codes, avec les smartphones. Euh, Mais il y a pire que, enfin, il y a pire que ça. Il y a beaucoup moins visible que ça au niveau des caisses d'allocation familiale. Typiquement, tous les bénéficiaires de quoi que ce soit au CAF ont une forme de crédit social qui ne se manifeste en rien pour l'instant. Mais si vous êtes bénéficiaire de quoi que ce soit venant des CAF, vous avez une note. Demain, ça pourra être utilisé. Pour l'instant, ça ne l'est pas, hein. Mais aujourd'hui, il y a un système qui monitore tout un tas d'éléments qui sont complètement opaques, hein, dans les bénéficiaires des CAF, de façon à attribuer une note. C'est clair que politiquement, on est à deux doigts d'un moment où on va conditionner les aides de l'État à une myriade de choses. On le voit politiquement à travers, typiquement, une demande qui est insistante aussi bien d'opinion publique que de toute l'aile droite des politiques, qui consiste à conditionner les CAF à, typiquement, le fait de ne pas être condamné à tout un tas de peines, aussi bien pour les enfants que pour les bénéficiaires des CAF. Mais ça pourra s'étendre à tout un tas de choses. Et il faut être bien conscient que l'architecture informatique, pour permettre ça, est déjà en place depuis un bout de temps. Et on peut aussi voir une forme de crédit social à travers, comment s'appelle ce truc dont j'oublie systématiquement le nom, le machin qui oriente les gamins à la sortie du secondaire. Euh, Parcoursup. Parcoursup. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à imprimer le nom de Parcoursup. Parcoursup, c'est une forme de crédit social. Gabriel Attal, dans son bref passage par le ministère de l'Enseignement, a envisagé d'attribuer des notes, des points en plus dans Parcoursup aux gamins qui feraient le SNU, le Service National Universel. Il est évident que on va vers un système dans lequel, pour avoir accès à l'enseignement supérieur, il va falloir accumuler des points durant son secondaire et que ces points, à l'évidence, ne seront pas cantonnés aux résultats scolaires, vu que le SNU n'a rien à voir avec des résultats scolaires. Donc on s'oriente petit à petit vers une forme de crédit social qui sera pas le même que les Chinois, hein. Mais très clairement, on est déjà sur des rails et on n'en sortira pas. Alors, chers amis, j'ai un petit peu souffert, mais j'ai retrouvé le rapport auquel je faisais référence. Et c'est grâce à toi, Fabrice, que j'en avais eu vent en 2021, fin 2021. Il a 3 ans, hein. Il est sorti en septembre 2021, mais je pense pas qu'il ait pris une ride. Il a été publié par l'ICERM, hein. Donc, l'ICERM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et
incroyable de qualité, de profondeur. On tombe rarement sur un document aussi bien fait. Vraiment, hein, je vous assure, je le mets à disposition. Je pense que je vais mettre un lien plus pratique pour tout le monde. S'il n'est pas en ligne, c'est moi qui le fournirai. Et justement, il fait référence aux trois guerres, donc je n'arrivais plus à nommer précisément. D'abord, il y a une longue introduction sur le thème de l'influence chinoise et notamment du fait que dans son, comment dire, dans son ADN, elle intègre des opérations dans le domaine cognitif et qu'elle a encore des départements de propagande elle a toujours eu des départements de propagande qui ne font que croître par une croissance à deux chiffres en nombre de participants, puisqu'on estime que c'est de l'ordre de 40 millions de personnes, hein, pour la Chine, avec un parti central comme le Parti communiste, c'est pas très surprenant, mais il faut aussi qu'on prenne conscience de l'ampleur du dimensionnement de la chose, quoi. Et donc, ils ont un véritable prisme obsessionnel qui est celui de la propagande. Et les trois guerres qu'ils mènent sont sur les trois domaines suivants: guerre de l'opinion publique, guerre psychologique et guerre du droit, ce que j'évoquais tout à l'heure, comme le fait qu'une fois qu'on a gagné sur le stade des deux guerres, quand on a passé le cap des deux premiers jalons, en quelque sorte, tout ça se fait en parallèle et m'échappe dans sa complexité, mais je pense que comme moi, vous comprenez intuitivement la logique, c'est que on arrive à gagner sur le terrain du droit quand on a consolidé sur les deux précédents terrains. Vous voyez ce que je veux dire? On commence pas par la guerre du droit, hein. C'était ça qui est très très bien articulé dans ce rapport. Et je pense qu'on pourrait presque lui consacrer une émission à terme ou voir comment il a été mis à jour. Peut-être qu'on n'aura jamais la possibilité d'inviter quelqu'un de l'ICERM. Je ne sais pas si c'est des gens qui parlent à visage découvert ou qui font des interviews. Je ne sais pas, mais on pourra aller un petit peu glaner sur leur site, butiner de nouveaux contenus, en tout cas très intéressants comme base. Et c'est vrai qu'on voit bien aussi dans ce document que le modèle chinois est à la fois un modèle fondé sur des notions de puissance, hein, parce qu'ils sont conscients de la puissance de leur propre territoire et de ce que c'est que d'avoir une population gigantesque, mais aussi d'éléments philosophiques, notamment la mise en avant de cette notion de bienveillance, hein. Donc, qui joue un rôle important dans la façon dont on prend son temps dans la négociation, le développement des stratégies. La mise en avant aussi, tout simplement, de la tradition qui est enrichie par la modernité. Donc sur la tradition, confère ce que disait justement David Fayon avant, en nous rappelant qu'il y a une forme de transcendance, quoi, hein, de la tradition, de persistance, mais cet enrichissement par les nouvelles technologies et maintenant le fait que voilà, Baidu, Huawei, toutes les grandes bases de données, GTCom, OKI, BD, je ne sais pas si vous connaissez ces grandes bases de données. En fait, ils ont une approche très structurée justement de l'écosystème numérique et donc avec une obsession aussi de la maîtrise des infrastructures. Donc là, il est aussi mis en avant la conquête sur le territoire africain de bâtiments dans lesquels ils installent des infrastructures au même titre ils ont commencé à plusieurs années à dérouler des câbles sous-marins, hein, pour avoir une véritable indépendance aussi de ce côté-là. Donc la guerre de l'infrastructure est un énorme sujet. En tout cas, merci chers amis. Je vais vous passer le mot de la fin à chacun, mais je termine mon mot de la fin, puis comme ça j'étais dans ma lancée. Je propose que Fabrice fasse son mot de la fin et ensuite David, si ça vous va. En tout cas, pour ma part, je vous propose de faire un autre épisode dans quelques temps pour creuser tout ça, puisqu'on a bien vu que le sujet est non seulement d'une richesse inépuisable, mais avec les actus, tout ce qui se produit, on va avoir de la matière à penser. Voilà. À toi, Fabrice, ta conclusion, et puis après, Alors, moi, je vais rabâcher ce que je disais d'ailleurs en introduction, hein, c'est en que synthèse de tout ce que tu as dit, c'est bien. la souveraineté numérique, ça se décline dans trois niveaux. À un niveau national ou supranational, et c'est, à mon sens, perdu. À un niveau de l'entreprise, et là, il y a beaucoup de choses à faire, notamment à travers le dialogue avec des chefs d'entreprise, pas nécessairement les petites, parce que les petites ont assez peu de marge de manœuvre au final, elles sont très contingentées financièrement, et elles sont très dans le court terme, vu l'extrême difficulté économique actuelle. Mais pour les moyennes et grandes entreprises, il y a une vraie réflexion à avoir au sein des comités d'entreprise sur sa souveraineté numérique, à quel point on est souverain, à quel point on n'est pas souverain, et quelles sont les conséquences de cette souveraineté ou de cette manque de souveraineté. Pas nécessairement pour aller vers la souveraineté, mais pour prendre conscience de tout ça de façon intelligente. Et puis, au niveau individuel, où là, effectivement,
pareil, il n'est pas question nécessairement d'aller vers une souveraineté totale, mais juste d'une prise de conscience d'à quel point on est souverain et pas souverain vis-à-vis des technologies qui font notre quotidien. Et je pense que c'est très important de miser sur ces deux derniers niveaux. Le niveau supérieur, il est foutu. Très concrètement, on a totalement perdu le contrôle. Mais au niveau d'une entreprise ou d'une organisation, quelle qu'elle soit, il est vraiment important d'avoir cette réflexion au sein des organisations. Et puis au niveau individuel, c'est une réflexion intéressante à avoir, de prendre conscience de son niveau de perte de souveraineté vis-à-vis des technologies. Ton mot de la fin, David, ou peut-être ta synthèse de tous les points que tu as abordés. Alors, effectivement, il y a ces trois formes de souveraineté, la souveraineté nationale ou supranationale, la souveraineté au niveau des entreprises et la souveraineté individuelle. Moi, je pense que rien n'est perdu, mais ça va être difficile. Il faut choisir nos combats en gardant notre ADN. Mais néanmoins, on peut s'inspirer de bonnes pratiques aussi bien chinoises avec la logique du temps long, les apports de Confucius, du taoïsme et de l'hindouisme, que des Américains avec le capital risque, l'entrepreneuriat, le fait d'avoir dans les deux systèmes, euh, aussi bien chinois qu'américains, les porosités entre vie, comment dirais-je, domaine de l'État et domaine de l'entreprise. Mais pour cela, il faudrait qu'on accepte de débureaucratiser, simplifier et dans toutes les fonctions publiques, faire maigrir le back-office. Et donc pour ça, l'IA générative peut être un bon outil, mais pas que, et revoir tous les processus et renforcer le front office pour être aussi au plus proche des usagers et maintenir un lien social. Parce que être souverain numériquement, c'est utiliser le meilleur de la machine, du robot, des drones, de tout ce qu'on veut, mais en même temps donner une question du sens de l'humain. Et pour cela, ben, avoir un écosystème français-européen qui soit favorable et des alliances de circonstances, parce on peut pas se passer des Américains ou des Chinois, mais pas que ce soit dans des conditions qui vont polluer la planète ou qui vont pas être éthiques. Donc, c'est beaucoup de programmation sous contrainte pour y arriver. C'est une tâche complexe, mais il y a un petit espoir. Eh bien, merci messieurs. Je vous propose eh bien, de continuer à creuser tous ces sujets pour notre prochain épisode. À très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis.